extrêmement. Yeah, commençons. Michel! On fait une clap? Oui. OK, let's go. Comment vas-tu, Michel? Ça va très bien. Yeah, commençons de manière très abrupte et bizarre. T'es né où puis en quelle année? Je suis né à Warwick, à Victoriaville, mais tu sais, c'est Warwick, la petite ville à côté, en 1969, le 26 janvier. Wow! Et c'était comment ta jeunesse? Ça ressemblait à quoi? Ben, c'est les années 70. Tu sais, on veut tous jouer au hockey pour le Canadien de Montréal. Tu sais, les arts, à ce moment-là, c'est pas vraiment, tu sais, c'est le hockey. On veut tous jouer au hockey. Le Canadien de Montréal gagne des coupes à tour de bras. On collectionne les cartes de hockey, on les échange. Tu sais, c'est un peu... c'est la jeunesse des années 70. C'est un peu l'après-bébé-boom. Les gens C'est commencent... un X? Oui. Ah, la génération perdue. Oui. Puis en plus, toi, en 79, c'est vrai, dans les années 70, c'était accessible jouer pour le Canadien. C'était québécois, oui. là. Ben oui, tout à fait, parce que jusqu'en 1900, là, il y a des fans qui vont sûrement nous corriger, mais je pense que jusqu'en 1971, 72, le Canadien de Montréal avait les deux premiers pics québécois. Ouais. Fait que c'est une affaire qui n'a pas de sens. Là. Tu sais, ils disaient, bon, on va prendre Guy Lafleur, on va prendre... Là, t'es là, tu fais, OK, ouais, il y avait tout le temps les deux premiers pics. Je sais qu'il y avait il y a le directeur, je pense que c'est Pollock, le directeur général du Canadien à l'époque, il voulait faire, sais-tu quoi? Nous, on n'a pas de choix repêchage. On s'en fout d'où on repêche. On veut juste le premier choix repêchage québécois pour l'éternité. Puis bien, le directeur général disait, il n'y a pas de problème, allons-y. Puis le gars de Toronto qui avait dit non, parce qu'il savait que Mario Lemieux s'en vient. Il avait entendu parler de Mario Lemieux à l'âge de 14-15 ans. Imagine si c'était ça. On a eu Mario Lemieux, Raymond Bourque, Dionne, qui est un des plus grands marqueurs. Marcel Dionne, oui. Ça a été exceptionnel. OK. Qu'est-ce que j'allais dire? Tu veux savoir ce que je faisais des années 70? Ouais, qu'est-ce que tu fais des années 70? Ben, rien. Rien? OK, c'est quoi grandir à Victo? Ben, c'est une petite ville tranquille, un peu... tu sais, c'est tellement bizarre parce que ça a le mot ville, mais c'est peut-être pas nécessairement une ville. Tu sais, c'est une ville que tout le monde se connaît, fait que j'appelle ça un village. Tu sais. J'ai l'impression que beaucoup de gens se connaissent pour une ville. Tu sais. Fait que c'est une belle ville quand même parce que on est loin de l'autoroute 20, mais ça fait son avantage et ça fait aussi l'inconvénient en même temps. Wow. Tu es aussi le frère de Daniel Grenier, qui est un membre des Chicken Swell. Est-ce que lui, très, très tôt, il voulait devenir artiste? Est-ce que... Oui, Daniel, d'ailleurs, très tôt, je te dirais, 16 ans. Tu sais, déjà, il commençait à jouer de la musique, à triper là-dessus. D'ailleurs, les Chicken Swell, ça s'est formé le 6 juin 1990. Donc, cette année, ça va faire 30 ans. Wow! Fait que 30 ans. Et le but, c'était bien sûr de se payer une limousine pour aller au bal avec le blonde. Fait que... Attends, quoi? Le but de former les Chicken Swell, c'était de se payer une limousine pour aller au bal des finissants. Et là, ils nous avaient passé la polyvalente. Ça coûtait 2 piastres. 2 piastres pour venir voir le spectacle. Puis ça coûtait 3 piastres à la porte. Wow! Mais tu sais, à ces prix-là, on a foulé. Fait qu'on se trouvait bien hot de fouler, mais à 2 piastres, c'est pas... Pas grave, c'est full pareil. Mais c'était le fun. Fait que... Puis à ce moment-là, j'étais sur scène avec les chicks. T'sais, je te dis pas que j'écrivais des textes. Je te dis juste que s'ils faisaient, mettons, un vol de banque, il y avait une filée, ben j'étais dans le filet à la banque, tu sais. Ah, mais déjà, au début, c'était vraiment un groupe humoristique. C'est des trucs... Ils savaient déjà leur style. En partant. C'était qui au départ, il y en avait 4. Il y avait Robin Aubert, qu'on connaît à cause de Radio Enfer. Oui, Léo, c'est le grand réalisateur. Puis dernièrement, Les Affamés, puis tout ça. Fait que, qui va réaliser aussi les beaux malaises. Oui, exact. Fait que Robin, Marc Perrault, lui, est resté du côté de Victo. Je pense que le seul temps qui a été artiste, c'est le temps qui est avec les Chicken Swell. Et bien sûr, Daniel et Francis. Daniel. Simon Olivier Fecteau, t'es pas là pour l'instant. Non, t'es pas là. Simon est arrivé quand on était à la télévision. Wow! OK, avant de se rendre là, si t'as l'air, on fait un peu l'histoire des Chicks. C'est les premiers shows des Chicks, c'était quoi? Mais c'était un peu n'importe quoi. Tu sais, je me rappelle, il y a un souvenir très marqué dans ma tête qui est, on avait pris un entracte, parce que c'était à la mode de faire des entractes au bout dans ce temps-là. Puis à l'entracte, je me rappelle, on était derrière le rideau, puis Robin, il expliquait le sketch qu'on allait faire au retour. Mais tu sais, la salle est pleine. Puis là, Robin dit, OK, là, je vais sortir un dessin. Puis là, je vais montrer le dessin. Puis là, moi, tu sais, tu fais le papa. Puis tu sais, on a tout...
16, 17, 18 ans, puis on fait le papa, là. Tu sais, le papa, il a 18 ans, puis ton fils, il a 16, là. On se croirait d'un vrac la vie. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Et là, Robin, il dit, là, je vais te montrer le dessin, je vais te dire, garde, là, je vais faire, c'est un bel... Tu sais, c'est un beau nuage, puis là, tu vas dire, non, c'est un avion, puis tu sais, quand tu le père qui ne cache pas le dessin de son fils, tu sais, puis... C'était sur le coin d'une table, là, c'était bien... Puis ils ont fait 3 shows à Victo, les chicks, 3 shows de 2 heures, puis il a resté 5 minutes. 5 minutes qui a été à la télé, puis c'était le vol de banque. Ils ont fait l'école de l'humour, non, les gars? Oui. Et 94-95. Est-ce qu'ils sont rentrés en tant que groupe? Oui, c'est la première fois qu'ils acceptaient quelqu'un en tant que groupe. Il y a eu des groupes qui se sont formés avant, mais c'est la première fois qu'ils acceptaient des gens en tant que groupe. Et à l'école de l'humour, ils ont essayé, à la 2e session, ils ont dit, bon, on va séparer les gars. Quand t'es venu à l'école de l'humour, tu nous as conté ça. Parce que Oui. t'es un conférencier, si on veut. Puis t'avais dit, je me rappelle, t'étais à l'école de l'humour, t'avais dit la calice d'école de l'humour. Ils ont pris les chicks, ils ont séparé calice. Oui. 3 gars géniaux se sont trouvés, ce qui arrive jamais en comédie, Oui. ils les séparent. Oui, mais tu sais, en même temps, de te séparer, c'est drôle que dans ce temps-là, j'étais un peu choqué de ça, mais aujourd'hui, tu sais, Daniel fait carrière solo tout seul, puis ça va bien, tu sais. Fait que t'as pas le choix à un moment donné, des fois, pour évoluer. Tu sais, eux autres pensaient que ça serait une bonne façon de les faire évoluer, mais je pense qu'au moment qu'ils l'ont fait, les gars étaient juste trop jeunes puis trop bizarres pour être séparés. Tu sais, là, je me rappelle, Francis écrivait des sketchs encore, mais il était tout seul. Fait que c'était avec plein de personnages. Fait que le sketch que Francis avait écrit tout seul de mémoire, là, puis je veux pas... mais de mémoire, puis on s'entend de mémoire, ça remonte à 25 ans, ce que je raconte là. Mais c'était que Francis, il était avocat pour sa femme. Attends une minute. Il était l'avocat de sa femme. Mais tu comprends-tu? Il jouait tous les rôles. Puis la raison pourquoi il perdait sa cause, c'est qu'elle avait couché avec son avocat qui était son mari parce que, tu sais, je sais pas si tu comprends, là, une affaire que tu fais juste... Oui, tout seul! Tout seul. Génial. Mais il faisait tous les personnages. Puis là, Daniel, il avait écrit un gars qu'il avait donné à Mike Ward dans le temps, qui était... moi, il dit, quand je vais à Victo, il dit, bon, me dit, hey, t'as un côte de cuir. Il dit, c'est pas un côte de cuir, c'est un manteau de fourrure qui a leucémie. Il avait écrit ça, puis il a dit, ben, ça ne fit pas dans mon stock. Fait qu'il l'a donné à Mike. Mike l'a fait, je te dirais, 95 à 96, là, tu sais, dans ce coin-là. Très cool. Explique-moi un peu comment tu as commencé ta carrière, si on veut, avec les Chicks. C'était quoi ton rôle dans le groupe? Ben, au début, moi, je voulais faire le son pour les artistes. Je voulais pas être gérant d'artistes. Mais je m'étais fait une espèce de réputation que moi, je faisais les cues sonores pour les Chicken Swell. C'est moi qui faisais toutes les cues sonores. Et honnêtement, les Chicken Swell, l'univers sonore était bien présent. Sur scène, ils tiraient un coup de feu, il y avait un coup de feu. C'est un peu du François Pérusse sur scène. Tout à fait. Fait que moi, j'avais, exemple, je faisais un show avec les Chicken Swell. Ça pouvait durer... Sur 1 heure de show, je faisais 120 cues sonores. C'est immense. Qui est immense. Et au début, avec les Chicken Swell, 120 cues sonores, c'était fait avec des cassettes. J'avais 2 tape decks que je partais. Puis là, je savais que j'écoutais le son, puis je prenais un crayon, puis là, je reculais un petit peu pour être drette parce que le coup de gun. Puis après, on faisait des notes ensemble. Fait que, tu sais, les Beatles avaient George Martin. Mais moi, j'étais le 5e, tu sais, pas le 5e Beatles, mais j'étais le 5e Chicken Swell. Fait que je faisais toutes les cues sonores. Puis là, déjà sur une console, c'est compliqué, mais je savais pas qu'il y avait des cassettes, là. Ben là, je le faisais avec des cassettes, moi. Fait que là, après ça, je suis venu que je me suis fait une espèce de réputation. Fait que l'année que les Chicken Swell étaient à l'école de l'humour, 94-95, ben Laurent Paquin est là, t'as Martin Matt, il y en a, tu sais, veut dire, il y a le Mario-Jean pas loin. Non, mais ça, c'était l'autre année d'avant. Il y avait mais il y avait quand même, il y avait Martin Périsolo, il y avait Guylaine Gay, il y avait, il y avait beaucoup de gens qui étaient des puis là, j'en oublie parce que, tu sais, Laurent, Mike, les Chicks, il y avait beaucoup de monde qui était là. C'était une bonne année, Martin Matt. Et là, moi, je me suis fait une espèce de réputation que ça arrivait souvent à ce moment-là. Il y avait beaucoup de soirées d'humour dans les bars. D'ailleurs, à Québec, il y avait une grosse soirée qui marchait au Dagobert. C'était incroyable. Je ne revivrai jamais ça de ma vie. On m'a dit que c'était métal. Le délire. C'était le délire. Tout le monde était debout devant toi, 700 personnes, et ils mettaient 1000 personnes au deuxième qui voyaient sur des écrans ce qui se passait en bas. Quand le gag était bon, il tapait sur le plancher, puis tu voyais, tu entendais le plancher. C'était
totalement fou. Et ça, moi, à ce moment-là, je m'étais fait une réputation que, tu sais, puis des fois, c'était à l'époque que, justement, il y avait beaucoup de soirées d'humour, mais quand quelqu'un arrivait dans une soirée puis il avait besoin de, je te dis n'importe quoi, OK, à 7, quand je vais dire oiseau, tu pars, mettons, Dancing Queen, mais les techs, il était tout le temps en train de cruiser des filles ou je sais pas quoi. Fait, il était à 3 Q, tu perdais la moitié des techs du Québec. Fait que là, les gens ont commencé à me traîner avec eux. Fait que là, tu sais, je suis allé en... Le bel argent, c'est cool, c'est une nouvelle business. Fait que là, au début, je faisais du son. Fait que là, je me rappelle, j'étais allé à un corpo au Lac-Saint-Jean. J'en ai fait avec Martin Petit. J'en ai fait avec Patrick Groux, Martin Roson en magie. Puis tu sais, j'avais mon kit de son. Puis je traînais mes affaires. Puis t'es très cool. C'est pour vrai, la plus grande aptitude, selon moi, des gars de son, c'est être cool, c'est être agréable. Oui. C'est ça c'est pour ça que la plupart des gars de son travaillent tout le temps, c'est parce qu'ils sont le fun. Ce que tu veux, c'est un gars cool. avec... Ouais. Ouais, non, parce que tu fais long de route avec eux autres, là. Voilà. Fait que si c'est quelqu'un de désagréable, t'es mieux le laisser chez eux, là, tu sais. Fait que tout ça pour dire que, ben là, c'est ça. Fait que je me suis mis à faire du son pour les artistes. Puis après ça, avec les Chicken Swell, on était à la recherche d'un gérant pour eux. Puis on allait voir toutes les boîtes, j'ai encore des boîtes qui existent aujourd'hui, tu sais, que je connais. Puis ils me disaient, ouais, les Chicken Swell, tu sais, j'ai entendu les affaires les plus drôles, tu sais, les Chicken Swell, ça marchera jamais parce que c'est un nom en anglais. Les Chicken Swell, c'est un feu de paille. Les Chicken Swell, j'ai entendu tout ça, devenant des gens avec qui je travaille encore aujourd'hui. Oh mon Fait que c'était des affaires. Tu sais, c'est toujours drôle de voir comment que les gens me percevaient à une certaine époque. Puis entre-temps, ben, je suis devenu le gars de son de Mike aussi, parce que, tu sais, je m'étais fait une réputation. Et là, Mike, à ce moment-là, il y avait un gérant. Pendant la première année, c'était quelqu'un qui était à l'école de l'humour. C'est un gérant fou qui l'a tabletté, là, qui a dit, toi, tu sors pas de show. Puis... Non, ça, c'est plus loin dans l'histoire. Tu sais qu'avant toi, Mike a eu les gérants les plus fous du monde. Non. Tu sais, il faisait ce qu'il croyait être bon, là, tu sais. Tu sais que Staline aussi, il croyait que c'était bon. Hein? Oui. C'est sûr. Mais je dis juste que c'est à ce moment-là. Fait que je te dirais qu'au moment que j'ai commencé à faire de la gérance, que ce soit pour Mike et pour les Chicken Swell, j'étais le gérant temporaire. En attendant qu'il se trouve les gars ont juste fait un vrai gérant. Wow! OK, puis comment les gars t'ont annoncé ça? Que j'étais pas un gérant temporaire ou que... veux-tu nous gérer parce que les boîtes... C'est ça. Fait que là, j'ai dit, je vais le faire en attendant qu'on se trouve quelqu'un. Wow! Puis ça dure encore. Ça dure, tu sais, Mike, tu vois, ça va faire 95. T'sais, on se connaît, ça fait 26 ans. Puis mettons, je te dirais que ça fait 24-25 là, qu'on travaille ensemble, ça fait 25, mais gérance, peut-être 24. Wow! T'as quand même un petit bout. Okay, parle un peu de... Premièrement, t'es un gérant. Yeah! C'est quoi, selon toi, un bon gérant? C'est quoi un bon gérant, puis ça sert à quoi? Ben, la définition d'un bon gérant, pour moi, n'est peut-être pas la même définition que pour toi. Je t'écoute. Moi, un gérant... Moi, je couche avec mon... Moi, je couche avec. Ouais. Ouais, non, c'est pas des tâches. Moi, c'est faut qu'elle ait des belles fesses. Fait que c'est chacun. Ben, j'ai des belles fesses quand même. Il y a quelque chose à faire avec ça. De dos, si je parle pas, c'est à s'y méprendre. Mais... honnêtement, la définition, selon moi, d'un bon gérant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses artistes, qui essaie toujours de réaliser les rêves des artistes, même les affaires les plus fous. Tu sais, j'ai juste à penser, je vais faire une brèche dans la discussion pour en revenir à c'est quoi un bon gérant. Mais juste quand Mike a dit je veux faire le Centre Bell, tu sais, un bon gérant, puis là, je sais que par la bande, je suis en train de dire que je suis bon, mais c'est un exemple de bon gérant. Je dis pas que je suis tout le temps bon. Mais faut croire en nous. Faut faire un peu de... OK. On va appeler. Fait que je prends le téléphone puis j'appelle. Puis dans ma tête, j'arrêtais pas de penser à, tu sais, quand François Pérusse, dans son sketch, qui disait, mais voyons, n'importe quel niaiseux qui a de l'argent peut louer le stade. C'est n'importe quel trou de cul qui a de l'argent peut louer le stade. Là, j'appelle, je dis, t'es-tu un trou de cul? Oui. T'as-tu de l'argent? Non. Tu sais, comment tu sais, j'arrêtais pas de penser. La fille a dit super doucement, ça prend les deux. Ça prend les deux. Et tu vois, ce gag-là de Pérusse, c'est ce qui m'a fait téléphoner. Non, tu sais, c'est le gag qui a fait que... pas plus fou qu'un autre. Ben oui. Il loue à Justin Timberlake. Moi, je suis Ah ouais? Je suis aussi hot que Justin. Je suis
capable de le louer. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'être à l'écoute de l'artiste, mais être capable de le conseiller. Mais par-dessus tout, je trouve que la principale job d'un gérant, c'est un peu une job sale de dire « Ouais, non, ça fait pas partie du plan de carrière. » Tu sais, t'es pogné pour dire souvent non à des gens qui veulent... Sensible un petit peu. Sensible un peu. Fait que t'es obligé de faire comprendre « Hey, là, il n'y a pas le temps. » Ou, tu sais, il n'y a pas... Puis aussi, avec l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, les gens sont rendus capables de rejoindre directement les artistes. Fait qu'ils leur demandent des affaires. « Hey, t'as de l'air cool. Viendrais-tu prendre une bière à Trois-Rivières? » Ben non. Fait que c'est juste des demandes. On reçoit tellement de demandes qui ont aucun sens. Puis en même temps, les demandes des gens qui essayent de faire pitié tout le temps. Là, qui font ça, il y en a. Là. Ah, mon Dieu! Ça, il y en a, là. C'est horrible. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu reçois des fois? Ben, plein. Il suffit tu sais, mettons, Mike, c'est mon humoriste préféré. J'aimerais ça aller le voir en spectacle. J'aimerais vous avez une paire de billets qui traînent. J'aimerais ça. Parce que ça traîne des ça billets pour traîne Mike. des billets de spectacle. Il y en a deux à terre, là. Fait qu'ils disent, si jamais t'as une Moi, paire ça de... traîne. Mike, un peu moins. Ça, je suis un gros fan. Puis, tu sais, j'aimerais ça aller vous voir. Tu sais, fait que si vous avez une paire de billets qui traînent, OK? Jusque-là, le texte, c'est pas pire. Mais c'est là que la marde embarque. Parce que moi, ma mère est présentement hospitalisée, puis tu sais, le stationnement coûte 12 $ à chaque fois que je vais la voir, puis elle est en cancer, puis puis là, t'es là, tu fais... C'est quoi que ça vient faire dans la discussion? Tu veux juste des billets, tu arrêtes de me... Je sais que vous devez avoir souvent ce genre de demande-là. Ben oui, t'as raison qu'on reçoit tout le temps ce genre de demande. Sais-tu quoi? Je suis pas en train de dire que je suis insensible à ce que les gens vivent. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, on peut-tu arrêter de raconter notre vie à quelqu'un que la demande, c'est juste « Hey, regarde, si tu viens dans mon coin, t'as du remplissage à faire. » Ah, mais c'est bon, ça. Puis c'est pour tous les artistes, si tu as du remplissage à faire, je suis là. Plutôt que moi, j'ai la goutte. Puis ma mère a eu peur. Ben, Elle a des fantômes chez eux, pas peur. Fait que le soir, il faut que je la sorte. Puis c'est ça. Puis ils essayent de nous montrer qu'ils sont des bonnes personnes, mais que leur argent peut pas venir sur nos billets de spectacle parce que présentement, elle va sur un stationnement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est drôle parce que moi, j'ai une soirée d'humour. Puis tous ceux qui m'envoient. Déjà, si tu m'envoies une vidéo de toi, ça m'énerve. Moi, des fois, je réponds, je vais pas écouter une vidéo de toi de 6 minutes qui est filmée avec ton sel. Juste si t'es pas bizarre, puis tu me dis, je suis un humoriste, puis je mérite d'être sur ton show, je suis convaincu, je vais amener 3 personnes, je t'embarque. Je te book bien plus que si les essais là, de je mérite, moi, de faire de l'humour, parce que quand j'avais 17 ans, mon père, il m'a dit que j'allais jamais rien faire, puis là, j'ai prouvé que... Ouais, non, ça va, là. Non, mais c'est ça. Arrêtez d'être lourd, tu sais. Faites juste, agis. Puis non, parce que c'est ça. Fait qu'en gros, je pense qu'un bon gérant, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses artistes. C'est quoi un mauvais gérant? Pas de nom, là, mais mettons, tu fais, oh, c'est pas bon, ça. Mais c'est quoi? Être gérant, là, c'est de faire le choix d'être dans l'ombre. Fait que tout le monde essaye de faire son possible. Puis je vais te dire de quoi, c'est un métier que je respecte parce que sont jamais au devant, mais c'est eux autres qui font que... Tu sais, quand tu dis « Hey, cet artiste-là, je l'aime parce qu'il a des idées funky », il les a pensés avec quelqu'un. Peut-être qu'il les a eu seuls, peut-être, mais il y a une équipe autour. Puis souvent, quand on voit l'artiste, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a toute une équipe en dessous pour mettre un artiste au devant. Là. Que ce soit les diffuseurs, les gens, les fans, il y a beaucoup de monde pour faire shiner quelqu'un. Mais je pense qu'un bon gérant, c'est quelqu'un qui est capable de trouver le moyen d'avoir le meilleur de chacun de ces artistes, de comprendre les forces lesquelles ils ont. Tu sais, comme toi, exemple, tu sais, t'es très volubile, t'es curieux, fait que t'es un gars aussi, tu sais, fait que pour toi, le format podcast est très, très, très payant. C'est grâce à toi puis Mike si j'ai ça. Toi puis Mike, je me rappelle, toutes les fois que j'allais au bordel, vous dites, faut que t'aies un podcast. Puis ce qui est cool avec vous, c'est que vous pouvez pas juste dire faut que tu aies un podcast puis tu sors de la pièce. Mike, il disait avec un rum and coke, faut que tu aies un podcast, puis je sais pas comment faire, puis t'arrivais dans le cadre, ben voici ce que tu peux faire. Voici, faut que tu aies besoin de ci, de ça, tu m'as beaucoup aidé, c'est cool. Ben, plaisir, mais c'est juste, tu sais, c'est vrai en quelque part, il y a des médiums qui sont mieux pour toi que d'autres, tu sais. Puis il faut que le gérant, je pense, soit capable de voir ça.
Fait que c'est ce que je pense. Puis en même temps, un mauvais gérant, c'est qu'aussi... Un mauvais gérant, c'est, mettons, le colonel Parker, le gérant Elvis, qui a tué Elvis. Ouais, sauf que il a fait que c'est le gars qui a vendu le plus d'albums. Mais il est mort à genre 46 ans. Il est mort, je veux dire. Sur sa toilette. C'est ça. Si tu meurs avant l'âge de 50 ans parce que t'es tellement malheureux, faut que tu prennes toutes les pilules du monde, peut-être pas un super gérant, tu sais. Ouais. Si tu meurs, là, c'est pas... Oui, mais tu comprends, il y avait dans ce temps-là, la façon que les artistes étaient gérés, c'était autre chose. Là, il y a eu beaucoup de changements. Là, J'ai appris, parce que je suis fasciné par le colonel Parker, Elvis n'a jamais fait de tournée internationale. Il n'a jamais joué à l'extérieur des États-Unis, ce qui est débile quand tu dis que c'est le gars le plus populaire. Okay. Jamais. Pourquoi? Le colonel Parker n'était pas citoyen américain. Fait qu'il ne pouvait pas sortir. Parce que s'il sort, il n'aurait pas pu rentrer sur le continent. C'est aussi niaiseux que ça. OK, mais il aurait pu envoyer juste son artiste. Non, parce qu'il faut qu'il contrôle. Parce que c'était un control freak. Ça explique aussi pourquoi il a fait le show à Hawaii. C'était un show qui était diffusé partout sur la Terre. Quelque chose comme 1 milliard de personnes ont vu. Parce qu'il s'est dit, tu peux pas voyager. On va faire un show qui va... Toi, tu vas aller dans les maisons des autres. C'est fou. Tu vois, regarde le... Quand tu dis que le gérant prend pas trop de place, lui, le gérant prend tellement de place, il a empêché son artiste d'aller jouer en Europe, d'aller jouer à l'extérieur des États-Unis parce que lui, il peut pas prendre l'avion. C'est assez intense. Là, mais en quelque part, tu sais, c'est quoi la définition? Puis aussi, quand tu es gérant d'artiste, tu peux être un bon gérant pour quelqu'un, mais pas un bon pour la même personne. Fait que, tu sais, il y a tellement... Moi, un truc que j'adore de tes artistes, tous tes artistes sont originaux et gentils. Ça, c'est assez fou, là. Il y a beaucoup de gens, puis dans notre milieu, des gens originaux puis gentils, il n'y en a pas beaucoup. Comment tu choisis tes artistes? Ben, c'est niaiseux, mais c'est les valeurs à l'extérieur de la scène. Oh, ouais. Moi, sur scène, parce que Guillaume Wagner et Pierre-Yves Roy-Desmarais sur scène, c'est pas pantoute la même affaire. C'est pas la même chose. Dans vie, même gars. Ouais, c'est même ça. gentillesse. C'est ça, c'est des gars qui sont gentils, c'est des gars que leur famille, c'est important. T'sais, Pierre-Yves puis Guillaume, c'est des gars que leur famille, c'est important. C'est des gars de famille. Je sens qu'ils ont des bonnes valeurs. J'ai besoin d'aimer ce qu'ils font. Puis aussi, j'aimerais pas ça avoir tous des artistes pareils aussi. J'aimerais pas ça avoir, mettons, 5 fois. C'est pas pour faire de la médisance sur ces gars-là, mais je gérerais pas, mettons, puis ils seraient sûrement pas gérés par moi, là, je dis ça de même, mais je gérerais pas, mettons, Maxime Martin, tu sais, puis t'as une minute, là, j'adore Maxime, on a le même âge, capote dessus, mais j'aurais pas, mettons, Maxime Martin, Jean-François Mercier puis Peter McLeod, qui sont considérés dans la même galaxie que Mike, tu sais. Quand tu connais l'humour, tu te rends compte qu'ils ont chacun leur planète, mais là, pour certaines personnes qui connaissent plus ou moins l'humour, ils proviennent de la même planète. Comme les Chicken Swell, les Denis Drolet et Jean-Thomas Jobin venaient de la même planète, mais quand tu connais un peu l'humour, tu te rends compte qu'ils sont peut-être pas nécessairement sur la même planète. Ah, c'est vrai, ça. Un truc aussi qu'on parle... On parle beaucoup de... Être le gérant Mike, ça vient avec beaucoup de menaces. Voilà! Merci de finir ma phrase pour moi. Comment c'est, de ton point de vue, de ta position, vivre les scandales de Mike? Parce que tu le vis avec lui aussi, là, avec le petit Jérémy, tu le vis autant que lui. Là. Ben, c'est sûr que... c'est surtout que Mike a fermé sa page Facebook, fait que toutes les menaces, c'est moi qui reçois, ou la haine, ou tu sais, je reçois toutes. Je te dirais que c'est quand même difficile, c'est bizarre de voir... C'est bizarre qu'on est... Aujourd'hui, fais juste y penser, là, on est dans une société de choix énorme. On a, mettons, 300 postes, 300 humoristes, 300 sortes de barres de chocolat, 300 sortes de chips. Tu sais, quand t'es rendu à sriracha et rose beef, là, il est temps que tu fasses quelque chose, là, tu comprends? Je force pas personne à aimer Mike. Pourquoi? J'ai pas besoin de ton opinion. T'sais, peut-être que la personne ne l'aime même pas à la base. T'sais. Fait que je trouve ça bizarre qu'on soit rendu dans... J'ai pas besoin du commentaire des gens. T'sais, j'ai pas besoin. Puis on t'écrive directement. Ça, oui, ils m'écrivent directement. Je reçois tout le temps des gens, du monde qui ont besoin de me donner leur avis incroyable. Fait que là, t'es là, tu fais « Ah, c'est que c'est lourd, ça n'a pas de sens. » Mon ami journaliste pour le Canadien de Montréal, c'est le plus difficile. Quand le club va mal, on m'écrit que le club va mal, puis fait, je sais pas si vous comprenez, mais moi, ça passe réel, puis j'écris des petits articles sur le fait que Carey Price, sa moyenne... Elle est pas bonne. Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais, mais Chris Julien devrait faire... Je connais pas. Je
J'ai pas d'influence. ça, Il c'est dit, moi, j'aime quand le Canadien gagne parce que j'ai des emails moins haineux. Mais ça, c'est une affaire qui est quand même spéciale quand tu y penses. Parce que moi, mettons que j'aime pas les Cherry Blossom, là. J'écris pas à Cadbury ou... tu sais, c'est comme écrire au propriétaire du dépanneur. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, il y a quelques années, j'ai toujours écrit plein de jokes sur Facebook et une fois, une personne, en commentaire, m'expliquait que j'étais pas drôle puis niaiseux. Puis Guillaume, ton artiste Guillaume Wagner, est venu me protéger en disant « Hey, il écrit du stock gratis pour n'importe qui, puis si t'es pas content, tu peux t'en aller. » Puis ça m'a vraiment aidé. C'est cool. Ben oui, non, mais... Parce que si tu m'aimes pas, je suis vraiment facile à éviter. Mais c'est ça que je comprends pas. Pourquoi, c'est quoi ton besoin de venir dire? Fait il y a un peu ça que je trouve, puis avec les dernières années, tu sais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que leur commentaire est vraiment important. Mais sais-tu quoi? Si t'as besoin d'écrire de la haine sur des pages de gens que t'aimes pas, fait que t'es en train de dépenser du temps pour quelqu'un que t'aimes pas, t'es vraiment malheureux. Oui. T'es vraiment malheureux. Tu sais, moi, je pense à la base, si t'écris des commentaires négatifs dans ta vie, je t'annonce que t'es une personne malheureuse. Parce que si t'aimes pas ce qui joue à TVA, ben fais ça puis t'es rendu à Radio-Canada. Puis si t'aimes pas ce qui joue à Radio-Canada, fais ça puis t'es à Z, fais ça puis t'es... Ou lis. T'es pas obligé d'écouter la TV. T'es pas obligé, je t'ai pas forcé, là. Tu sais, si t'aimes pas ce que Mike Ward fait, ça donne bien ses billets de spectacle, on n'arrive pas chez vous avec 2 AK-47 en disant « Toi, soir, brosse-toi les dents, faut que t'ailles voir Mike Ward. » Non, mais c'est ça pareil, on force personne. Fait que pourquoi tu me donnes ton avis? Pourquoi tu as besoin? Puis c'est que moi, tu sais, de voir que ça va jusqu'aux menaces de mort. T'as reçu des menaces de mort? Oui. C'est un vrai phénomène, ça. Oui. Non, les gens sont totalement fous. As-tu déjà appelé la police? Comment tu sais que c'est une menace de mort ou une... Non, c'est clair. Wow, OK. Non, c'est clair. Wow. Oui, c'est clair, c'est clair. Fais-moi le processus. Comment ça arrive? Ben, je vais te donner, mettons, un exemple. 2017, tu sais, Mike, Juste pour rire et Just for Laugh décide d'organiser une levée de fonds avec un spectacle bilingue, tu sais, qui va avoir de l'argent autant pour Mike que pour... Puis le show avait lieu au Métropolis. Puis on se rappelle qu'au Métropolis, le 4 septembre 2015, je crois, ou 2016, tu sais, quand il y a quelqu'un qui voulait aller tuer Pauline Marois. Il a tué un gars. Il a tué un gars. Oublie qu'il a tué quelqu'un. Oui, il a tué quelqu'un, là, exact. Fait ils ont appelé là, puis ils ont dit on va régler le cas à Mike puis à son gérant. Fait que là, ils fouillaient tout le monde. Fait que là, nous autres, on faisait le show. Fait que là, moi puis Mike, fallait qu'on arrive par une autre porte, pas à l'heure qu'on arrivait les autres soirs. Puis moi, où est-ce que je me suis rendu compte que la menace était intense, c'est que dans la soirée, puis il avait doublé la sécurité. Fait que je dis, hey, j'ai oublié mon... Tu sais que j'aime ça faire des photos. Fait que je vais, hey, j'ai oublié mon trépied de caméra dans mon auto. Puis il y a un monsieur plus gros que moi. Puis les plus gros que moi sont rares. Fait que dis-toi qu'il y en avait un plus gros que moi qui vient moi. Puis il dit, tu sors pas. Là, je vais être comme, ah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui veut nous tuer. J'avais oublié. On va faire ça épaule la soirée. On va faire, ouais, c'est ça. La caméra, on va faire ça. Ouais, OK. Fait que c'est un peu ça. Tu sais, c'est juste que ça me fait chier parce que je te dirais que 99,99999% des chances que ça arrive sont nulles. Mais c'est une loterie à laquelle tu veux pas jouer. Mais c'est une loterie qui est un peu intense. Puis je repars de l'idée que quand un humoriste fait de l'humour, ça c'est une autre affaire aussi dans les dernières années qui me fatigue à propos de l'humour, c'est que dès les années 90, tu disais que tu aimais l'humour. C'était l'humour, tu comprends? Mais on dirait qu'on était comme à l'époque du classique. Tu sais, il y avait les Mozart, les Beethoven, et tu comprends? C'était du classique. Mais après ça, il est arrivé le métal, il est arrivé le grunge, il est arrivé toutes sortes de styles. Mais toi, tu continues à dire, j'aime l'humour. Fait que là, t'allais dans un spectacle où c'est du Pearl Jam, mais t'avais écouté Mozart tout le temps. Fait que tu capotes, tu capotes ta vie. Fait que tu fais, hey, ça, faut pas que ça existe. Ben, c'est un autre style. C'est toi, va ailleurs. Retourne voir Mozart, puis ça nous patience, tu comprends? Ou peut-être tu vas dire, moi, j'étais carré d'écouter Mozart, je veux écouter autre chose. C'est ça. Fait que, tu sais, quand les gens disent, hey, moi, j'aime la musique. T'aimes-tu toutes les musiques? Mais c'est tout à fait vrai. Ouais. C'est ça. Fait que c'est la même chose avec l'humour. Fait que je trouve ça... je trouve juste que les gens sont un petit peu intenses. Il faut tout mettre en perspective. Puis comme je répète, t'es pas obligé de venir voir la personne. Personne te force. C'est très juste. Comment t'as appris que
que Mike était poursuivi? J'ai reçu un appel. J'étais en charge, je me rappelle où est-ce que j'étais. Tu étais où? Je me revenais de Victo. Fait que j'étais à Saint-Albert, un village juste à côté de Victo. C'est tout petit. Et je roule, et là, j'entends le téléphone sonner, puis je réponds. Puis là, au début, tu penses quasiment que c'est un gag, là, tu sais, ça dit « Ouais, c'est ça, la commission des droits de la personne. » Mike t'a appelé? Non, c'est eux autres directement. Pourquoi toi? Ah, ben c'est son gérant, fait qu'il va passer. Génial. Tu te demandais tantôt à quoi ça sert un gérant? On va te le dire à quoi ça sert. Ça sert à recevoir des poursuites de la commission. Exactement. Génial. Exactement. Fait que là, j'ai répondu, fait que j'ai écouté un peu qu'est-ce que c'était. Fait que là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tu sais? J'écoute, puis là, on prend conscience de la première lettre qui est écrite, la première demande. Puis là, après ça, on a des demandes là-dedans que c'est pas eux que les gens ont vu, tu sais, arriver à... Fait que, tu sais, c'était la lettre avait été rédigée par la mère de Jérémy à ce moment-là, et c'est elle qui avait, tu sais, à la main, écrit tout ce qu'elle voulait. À la main. À la main. C'était écrit à la main. On va pas ouvrir un document Word. Non, ça à la c'était main. à la main. Okay. Fait que c'est quand même, il y avait un effort de mis côté là-dessus. Puis il y avait les demandes monétaires qui étaient faites à la fin, qui étaient des partages, pas ceux que les gens connaissent, ça, c'était d'autres partages. Et ben c'est ça. Fait que on a reçu ça. Fait que Mike, à ce moment-là, il a dit, ça me prend un avocat, c'est qui le meilleur en liberté d'expression? Puis il a dit, c'est Julius Gray. Fait qu'on est allé voir Julius Gray, puis on a ouvert un dossier là, puis Julius a commencé à nous défendre. Est-ce que tu prends ça personnel, cette poursuite-là, ou pas du tout? Bien, c'est parce que c'est au-delà de nous. Puis c'est ça que j'aimerais que les gens comprennent, mais c'est dur à expliquer parce que ce soit Mike ou moi qui parle, les gens font « Ah ben oui, mais... » Ou le petit Rémi, même lui, c'est pas ça qui vous concerne, c'est vraiment l'idée de la liberté d'expression. Oui, c'est ça, la liberté d'expression. C'est parce que la liberté d'expression, puis je réfléchis là-dessus, mon gars, bien comme je suis rendu une sommité à la liberté d'expression. Tu médites là-dessus? J'arrête pas de penser à ça. La liberté d'expression, c'est d'entendre des choses que tu n'as pas nécessairement le goût d'entendre. C'est pouvoir, si on a besoin d'une liberté d'expression pour reconnaître un peu les idées de pensée, parce que si je te laisse pas t'exprimer, on peut pas en débattre. Je comprends. Présentement, ce qui est le fun avec le dossier de Mike, c'est que les gens, la raison pourquoi ils peuvent débattre de si Mike est allé trop loin ou peu importe, c'est grâce à la liberté d'expression. C'est pour ça. Fait que la raison est un peu, tu comprends ce que je veux dire? C'est la liberté d'expression. Puis ce qui est triste, c'est que faut jamais oublier le contexte et l'intention. Tu sais, si dans un party d'Halloween, je me déguise en Hitler, c'est pas nice, mais c'est un déguisement. Tu comprends? C'est le contexte, l'intention. Puis c'est aussi, j'étais avec mes amis à ce moment-là, puis ils comprennent que c'est une blague. Tu me suis ce que je veux dire? C'est le contexte, l'intention, c'est tellement important, puis c'est ça qu'on semble perdre de vue tout le temps. Fait qu'au niveau de la liberté d'expression, c'est dans quel contexte, dans quelle intention ça a été fait. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a sorti des salles de spectacle, les blagues, on les sort tout croche, puis ça sort comme ça. Tu sais, moi, quand je lis juste la joke que Mike a faite, c'est sûr que la joke est quand même assez V, mais c'est parce qu'il y a une heure de spectacle qui va avoir ça. C'est une des raisons pourquoi Dominique Tardif, le journaliste du Devoir, il cite jamais les blagues. Lui, il dit, c'est pas une question que je vole les punchs, c'est que ça prend un contexte. Ça prend le contexte. Ça prend, je veux dire, je parlais à un écrivain qui me disait, je vais écrire un roman sur un stand-up, puis je réalise, c'est vraiment tough écrire des blagues parce qu'il n'y a pas le delivery, puis il y a rien. Une blague frette, c'est frette, là. Non, exactement. Puis c'est encore là, tu sais, les humoristes, tu sais, ça me fait rire que tu vas voir un humoriste en spectacle, tu fais ha 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 ha, tu fais ah, ça, il pense. Non, je le pense pas plus que qu'est-ce que tu as fait il y a 2 minutes, tu sais. Fait que j'ai c'est un concept, tu sais, puis c'est au-delà, présentement, ce combat-là est au-delà de Mike et au-delà de ce qui se passe. C'est vraiment un combat pour la liberté d'expression. Puis la liberté d'expression, c'est la base de la démocratie. C'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir le droit de discuter sur certains sujets. Moi, si quelqu'un dit « Hey, moi, je pense que
Chinois devraient pas faire telle affaire. Mais tu sais, je peux trouver que c'est raciste, ton commentaire, mais faut que je l'ai entendu. Ça prend une liberté d'expression. Et moi, après ça, je peux contre-argumenter. La liberté d'expression, c'est de contre-argumenter. La liberté d'expression aussi est claire sur 2 sujets. Pas d'incitation à la haine, puis pas de diffamation. Ouais, tu peux pas acheter. Il n'y a pas Mein Kampf. Au Archambault, je cherche pas, il n'y a pas Mein Kampf. Là. Exactement. Fait que, tu sais, c'est que tu peux pas. Tu sais, la liberté d'expression, c'est ça. C'est d'avoir un peu, d'être capable de. Puis c'est ce qui fait la pensée, c'est ce qui améliore notre pensée à tous, la liberté d'expression. Plus que t'entends des opinions à gauche et à droite, ça permet notre pensée de s'élever. D'évoluer, t'as raison. Et d'évoluer. Si on n'a pas de liberté d'expression, ça va faire que tous les gens qui sont racistes, misogynes, sexistes, ils vont dire « Ah, tabarnouche, c'est vrai, on n'a plus la liberté d'expression. Je le dirai pas, mais je vais aller chez nous le penser. » Puis là, ils vont le penser, puis m'emmener dans un meeting, ils vont dire « Moi, ils vont lâcher un petit commentaire semi, puis là, ils vont dire « Hey, tu penses comme moi? » Puis là, ils vont se réunir, puis ils vont penser qu'ils ont toutes raison. Ça devient des gens qui vont tous penser pareil. Oui, parce que la liberté d'expression, on peut aussi humilier ceux qui ont des opinions niaiseuses. Exactement. Fait que c'est tellement un concept qui est au-delà de ça. Tu sais, ça me fait rire parce que les gens disent « Ah, il faut qu'il paye parce que le gag était méchant. » Ben oui, le gag est méchant. C'est de l'humour noir. Tu sais, c'est comme tantôt quand j'expliquais entre le Mozart, puis le Pearl Jam, puis le Black Sabbath, puis le Beatles. Tu sais, chacun a son style. Fait que je pense que dans le cas... Ouais, tu sais, dans une mise en échec au hockey, ça marche. Tu peux pas te prendre dans la rue puis donner des mises en échec. Exactement. Tu sais, Lewis Hamilton qui roule 300 km au circuit Gilles Villeneuve, c'est cool, mais s'il roule 120 d'une zone scolaire, faut l'arrêter, tu sais. Tu sais, Jean-Pascal rentre ici et te calisse une droite sa gueule. J'ai appris que c'est pas nice. Semblerait, j'ai appris. C'est pas vrai. J'ai lu ça sur Internet puis je l'ai pas remis en question puis je le répète. Un boxeur qui frappe quelqu'un, ses poings sont considérés comme une arme. Oui, ça, j'ai entendu. J'ai lu le même site Internet que toi. J'ai entendu dire que s'il se bat dans un bar, tu sais... Oui, c'est vu, vu qu'il s'entraîne puis que c'est vu comme une arme, autant qu'un couteau ou un bâton de baseball. C'est impressionnant. On va vite changer... C'est très profond en passant, mais on va vite changer de sujet. Semblerait qu'à une époque... C'est une rumeur sur toi. C'était très vulgaire. Semblerait qu'à une époque, ton surnom, c'était tout nu. Oui. Pourquoi tu t'appelles tout nu? C'est quoi ça? C'est une longue histoire. Pourquoi c'est tout nu? Premièrement, quand ton nom, c'est Michel, tout le monde, c'est comme les Jean-François, c'est des GF. Oui, parce que je fais souvent... Quand je niaise un gars niaiseux, il s'appelle Michel. C'est un nom très... c'est rien contre toi, c'est un nom générique. Je le prends personnel. Comme moi, mais... Sérieusement, m'en va d'ici. Non, sérieusement, je vais me remettre en... Ouais, puis c'était né dans les années 70, un Michel et un autre. Ah, moi, il y en a un puis un autre. C'est un nom très, très populaire. J'étais fier de dire que j'avais genre le 2e nom le plus populaire sur la planète Terre après Jean. C'était Jean. Et moi, Jean-Michel Mohamed. Ouais, mais John, tu sais, tu comprends-tu? Jean, John et tous les Michel et Michael, c'était tout un peu... Et c'était une époque, j'étais à Polyvalente. Tu sais, à Polyvalente, on est toujours en recherche d'identité. Et dans un cours, ça n'a même pas rapport avec le fait... Ça, c'est drôle parce que ça a créé des légendes urbaines autour de mon nom. Oui, moi, j'ai cru que m'amener à l'école, t'étais nu. Eh bien, tout le monde me disait que c'était ça, mais c'était... Puis je répétais ça parce que c'était cool, tu sais. Non, c'est ça. Mais c'était vraiment une époque que moi, je cherchais... une forme d'identité, puis comme je te disais, tout le monde s'appelait. Puis Michel, c'était cool là, des années 80. Là. Je sais qu'aujourd'hui, t'en ris, mais ça a déjà été cool à un moment donné dans l'histoire. Fait que à ce moment-là, dans les années 80, je me disais, bon, ben tout le monde m'appellerait Mike, mais là, j'ai fait j'étais dans un cours et je me suis levé dans le cours et j'ai crié tout nu. J'avais ma main dans les airs depuis une demi-heure. Et là... Personne voulait répondre à ma question. Fait que là, je lève la main puis je dis tout nu. Puis là, j'ai fait tout le monde a arrêté de parler. Tout le monde s'est reviré vers moi. Fait que j'ai figé. Fait que là, après ça, les gens m'appelaient. Là, il y a du monde rencontre dans les corridors. Font « Hey, salut tout nu » parce que, tu sais, tu ils trouvaient ça drôle. Puis là, j'ai fait comme « Hey, c'est donc ben nice, ce nom-là. » Fait que moi, j'ai commencé à me présenter en m'appelant tout nu tellement que... T'appelles n'importe quel Victo entre 84 et 86, puis tu leur dis, connais-tu... Moi, j'allais voir de mes amis, je leur disais, connais-tu Michel Grenier? Puis ils disaient, ça me dit de quoi? Mais c'était du monde avec qui j'étais à tous les jours, fait que c'était rendu, mon surnom était au-delà de moi.
Oh, wow! C'est Ouais. extraordinaire. Mais maintenant, le tout nu, c'est Eric Salvaille. Fait qu'on a enlevé ton identité. Exact. C'est Ils très m'ont dommage. volé ça. Mais non, honnêtement, c'est que ça a continué. Puis à un tel point que à Victo, t'allais mettons jusqu'à tant que je quitte Victoriaville, mettons t'allais puis tu disais tout nu, tout le monde savait c'était qui. Même puis quand les soirées d'humour, OK, ta mère t'appelait comment? ben, tu sais quoi, ma mère, ça, c'est drôle. J'ai 2 anecdotes avec ma mère. Première anecdote, ma mère, souvent, quand elle allait, tu sais, ma mère est très fière de ses fils, tu sais. Comme là, ton podcast, elle va seulement l'écouter parce que je suis là, tu sais. Tu comprends, elle écoute tout, puis elle est très, très fière. Et elle va se faire couper les cheveux par une fille qui a à peu près mon âge, tu sais, à ce moment-là. Puis là, elle dit, « Ah, tu dois connaître mes fils. » Puis là, elle commence à parler de nous autres. Puis là, elle dit, Mon fils, ça s'appelle Michel. » Puis là, elle faisait comme... Ben, le monde l'appelle tout nu. là, tout d'un coup, la fille, ouais, je le connais tout nu. Tu sais, tu comprends? Fait que c'était tout le temps ça. Ça, c'est ma première anecdote. Ma deuxième anecdote sur ma mère, c'est à quel point ma mère a assimilé le tout nu, là, tu sais. Dans les années, début des années 2000, j'avais des soirées d'humour à Victo, puis à la fin de la saison, je faisais toujours la même affaire. Gros match de balle, les humoristes contre, tu sais, les humoristes, tout le monde partait sur une dérape. C'était le gros party. Tu montais sur scène quand t'avais le goût, puis on jouait à balle. J'avais un terrain de balle l'après-midi, bar open, bouffe open, chambre d'hôtel. Mais il n'y avait pas de cachette. Tu comprends-tu? C'était ça l'événement. Fait que, tu sais, quand même, faire 2 équipes de balle, ça me prenait 18 humoristes. Puis 18 humoristes aujourd'hui, c'est facile à trouver, mais en 99, Plus rough. c'était plus rough, tu sais. Puis un soir, ben, Laurent Paquin couchait chez nous, il était chez nous, puis c'était le lift à Maxime Martin. Maxime Mieux que Martin. l'inverse. À l'époque, là, c'est mieux que l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais, Laurent, t'as le lift à Maxime. C'est mieux de même que... Puis là, je sais pas trop quoi, je pense que Laurent avait couché chez nous, je sais pas quoi. Puis le lendemain, fallait que Maxime appelle pour le lift. Là, je donne le numéro à ma mère, tu sais, parce que dans ce temps-là, on n'a pas trop de cellulaire, puis toute la kit. Fait que j'appelle chez ma mère. Fait que là, tellement que mon nom était rendu tout nu, parce que j'avais mes soirées d'humour à Vito. Fait que tout le monde continuait à m'appeler de même. Fait que, tu sais, pour Maxime Martin, Stéphane Poirier, je reste tout nu, là. Tu sais, les gens qui m'ont connu au début du siècle dernier. Et là, il appelle chez nous, puis il dit, c'est quoi le nom à tout nu, Svi? Fait que c'est pas mon nom. Fait qu'il a demandé, il a parlé à ma mère, il a dit, je pourrais-tu, Madame tout nu? Il a dit à ma mère, Madame tout nu. T'as perdu un mon boss. Il a dit Madame tout nu à ma mère. Puis là, ma mère a fait oui, c'est Madame tout nu. Mais tu sais, c'est parce qu'elle savait, elle comprenait, mais t'imagines-tu, appelle chez n'importe qui aujourd'hui, dis Madame tout nu, tu vas te faire raccrocher au nez, Esfi. Mais ma mère, elle a compris Oui. ce que Maxime voulait. Oui, je suis Mes Madame. fils sont dans le show business. Oui, C'est je suis d'autres Madame mœurs. tout nu. Je suis Madame tout nu. Fait que, mais ça, c'est ma deuxième anecdote avec ma mère. Fait que ma mère est très, 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 très fière de nous. Puis on l'aime beaucoup, puis elle nous aime beaucoup. Ah, c'est extraordinaire. On continue à voler l'anecdote. Comment t'as rencontré ton épouse? Ben, c'est simple. Guillaume, pour ceux qui suivent le podcast, Guillaume l'a déjà raconté, mais allons-y avec ta version des faits parce que t'étais... Ben, moi, dans ma version des faits, je vais avoir de l'air moins épais que dans la version à Guillaume. Moi, dans ma version, j'avais une cape. Il y avait un cheval. Non, c'est... Honnêtement, c'est vraiment... J'ai tout fait ce qu'il faut pas faire. Tu sais, tu comprends ça? Un peu comme toi avec ta blonde. Oui, tu sais. effectivement. T'es un épais. Tu sais, Oui. tu comprends-tu? Ben, je relate à toi. Là. Tu sais, j'ai vraiment fait... Si tu savais tout ce que j'ai fait de croche. Premièrement, Guillaume m'y animait. Mais tout d'abord, est-ce que Guillaume, c'est ton artiste? À l'époque? Non. C'est un autre gérant qui travaille Ok, ok. avec. C'est pas moi. C'est ça, parce que moi, comment il le compte, je sais pas c'est qui ce gars-là, puis c'est le gars le plus lourd du monde. Ouais. Moi, j'arrive, puis là, Mike est headline, Guillaume anime. Puis il y a une première partie. Et il a dit, pour juste pour mettre en contexte, j'étais pas prêt à ouvrir pour Mike à l'époque. Il disait, pour moi, c'était, je commençais, puis j'avais pas d'affaire à ouvrir ça. C'était trop gros pour moi, j'avais pas d'affaire là. Mais bref, j'arrive dans la loge. C'était au... C'est-tu la Trois-Rivières, là, le balcon? Non. C'est un bar qui n'existe plus aujourd'hui. Le Bourbon Street. Cool.
Le Bourbon Street, il y avait des soirées d'humour, mais dans le temps, là, les lundis soirs, Bourbon Street, c'était l'euphorie. Là. Tous les waiters de Montréal, les serveurs, serveuses sortaient là-bas, les barman. C'était la place, là, tu sais. Fait que notre loge, j'étais une chambre d'hôtel. Puis dans ce temps-là, ma blonde donnait des lifts à son frère, tu sais. Ah, t'avais une blonde à l'époque. Non, mais pas moi. OK. Non, ma blonde, j'appelle ma blonde. Mais, Oh oui, excuse-moi. Oui, excuse-moi. Ma future blonde était là. D'accord. t'sais. Fait que j'arrive au show avec Mike, rentre dans la loge, puis là, il nous présente tout le monde. Fait que là, je vois ma blonde, mais la sœur à Guillaume. Puis là, la première phrase, je dis « Hey, t'as le même nez que ton frère. » Qui est une phrase vraiment cool. À ce qui paraît, ça marche. Fait que là, tu sais, après ça, je dis « Oh, Colin, je pense que mon pick-up line est fort. » Fait que là, après ça, il est sur le bord de la scène, puis il est en train de regarder son frère avoir beaucoup de difficultés. Fait que je m'en vais à côté, puis je chante ma deuxième ligne de Cruz préférée. Ça va. Ça va, mon gars. Ça marche fort. Fait que là, Qu'est-ce qu'elle a répondu? elle dit, qu'est-ce que t'en penses? Parce que Qu'est-ce que Guillaume... mon frère est en train de se faire humilier. Mon frère est en train de se faire humilier, puis toi, tu me demandes si ça va. Puis là, je fais comme, mais dans ma tête, tu sais, dans ma tête, j'étais dans la zone, là, tu sais, tu comprends, mais tu sais, je suis pas là, tu sais. Oui, par rapport, c'est comique, si c'est la sœur à Guillaume, elle doit être. J'ai jamais vu la sœur à Guillaume, mais si c'est la sœur à Guillaume, elle doit être extrêmement belle. Fait que ça me fait rire la super belle fille qui se fait creuser par le gars un peu gauche. Un peu gars. Puis ce soir-là, je me rappelle, Perrids était là sur le show, il faisait Oui, la première partie. oui, parce que c'est le point central de notre rencontre. Puis là, on se met à jaser parce qu'à ce moment-là... Guillaume, il mentionnait. Moi, je me suis fait humilier. Puis tout le long, il me parlait de ma soeur. Puis j'étais, qui ce gars-là qui parle tout le temps de ma soeur? Oh, ouais. C'est lourd. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je le sais, je suis désolé. Mais ça a bien fini. T'as signé. T'es avec Guillaume. Non, c'est ça, mais le but, c'était plus d'être avec sa sœur que de travailler avec lui. À ce moment-là, tu comprends-tu dans l'histoire? Parce que lui, il avait déjà un gérant. Tu sais, moi, je fais pas du maraudage. Tu sais, je vais pas voir l'artiste de quelqu'un en disant « Salut, comment ça va? » Parce que ça existe, ça, pas ça. Ça existe. Je pourrais te conter des histoires, mais hors mon micro. Oh! Non. Ouais? Ouais, je peux pas, un micro. Je comprends. Mais continue ta belle histoire de rencontre. Ben c'est ça. Fait que là, plus tard dans la soirée, moi, fait spécial dans ma vie, le sport que j'ai adoré le plus, c'est le football. Tu sais, j'ai joué au football longtemps. Quelle position? Ben c'est là que le punch arrive. Okay. C'est que j'étais un gars très rapide au football. Je le confirme, j'ai joué au Cosum avec toi. Ouais. Puis tu disais que t'étais rapide. Ouais, non, disais, mais... Ouais, non, pour la grosseur que j'ai, j'étais une rapide. petite bébite. Moi, je pensais que, ouais, m'a le rattrapé. Là, non. Fait que je courais... la vitesse que je courais, j'ai joué collégial, et la vitesse que je courais, c'était la même vitesse que les porteurs de ballon. Wow. Fait que, tu sais, mais j'étais un gars de 235 livres. Parce ce qu'il faisait, c'est qu'il me mettait en offensive, en défensive. Sur le botté d'envol, ça prenait la plus grosse bébite qui allait chercher le gars à l'autre bout. Fait que j'étais tout le temps... Beaufoy Escapelle. Ouais, c'est ça. J'arrêtais pas. J'étais là. Fait que vers l'âge de 35, 30, j'ai commencé à jouer au football senior. Wow. Mais j'avais gardé la vitesse. Fait que pour les gars de cet âge-là, ils m'ont mis fullback. Parce que j'étais pesant, je courais vite. Fait que quand il y avait 3 verges à faire, on va le chercher. J'étais la bébite qui donnait. Puis je courais vite. Tu comprends-tu? Je courais vite. T'as le physique parfait pour le football parce que ton centre de gravité est bas. Oui, exact. Parce que le but au football, c'est toujours être plus bas, toujours être le plus bas. Exact. Fait que si t'es déjà bas, t'as un avantage. Exact. Il n'y a pas de running back de 6 pieds 8 là, Non, pas vraiment. Exact. Ils sont tout le temps petits. Fait que là, j'ai fait puis j'ai commencé à jouer. Puis j'étais quand même... J'ai toujours été quelqu'un, même encore aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je considère que je suis encore quelqu'un de rapide. Là, tu l'es. On s'entend. Je le confirme. Puis là, à jouer au foot comme ça, je pense que je revenais. Puis là, tout à coup, j'étais avec Perrids. Perrids, il me dit, mais voyons. Tu sais, Perrids, il avait genre 10 ans de moins que moi. Fait qu'il était fin vingtaine. Fait qu'il dit... C'est pas vrai qu'un obèse de quasiment 38 ans court plus vite que moi. Oui, parce que vous êtes mis à vous chicaner qui court le plus vite entre toi et Martin Périsolo. Ce qui me ferait, c'est que Martin, c'est pas un athlète. Mais non, c'est ça. Puis je sais pas pourquoi. Tu sais, Martin, c'est tellement un bon ami à moi. J'étais voir du football avec en plus. Je l'appelle à sa fête à chaque année. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un de super. Tu sais, moi, j'adore Martin, là, tu sais. Je l'aime beaucoup. Puis là, je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est tellement bizarre parce que ça a l'air d'une chicane.
Mais on chicane pas, moi, Martin. Je connais Martin parce qu'au pas, il a fait l'école de l'humour la même année que les chicks. Ouais. Tu sais, fait que. Puis c'était le coloc à mon frère Daniel. Parce qu'au début, Daniel était coloc avec Martin. Attends, au début, il était coloc avec Francis. Puis la deuxième année, à la sortie de l'école, c'était Daniel, Martin, Matt, puis Peridz, qui étaient les trois dans le même appart. Et moi, Peridz, ça fait longtemps que je le connais. Il est venu chez nous. Anecdote de ma mère avec Martin Perisolo, OK? Anecdote de ma mère. Tu sais, ma mère, ça n'a pas de sens. Là. Elle est douce. C'est une mère fantastique. Et à un moment donné, j'y donne des billets pour venir voir Daniel qui fait des Chicken Swell faisait un gala à Québec. Puis Martin Perisolo était sur le show. Martin Perisolo, il a déjà dit à ma mère, il a dit hey, vos tartes au sucre, c'est les meilleures, parce qu'il restait avec Daniel. Fait qu'il amenait toujours des tartes au sucre, puis elle disait tu donneras ça à Martin, tu donneras ça à Martin. Et quand elle a su que Martin était sur le show, il y avait Mike qui animait, je pense, le gala, les chicks étaient là, toutes. Ma mère est venue voir au Grand Théâtre de Québec Martin avec une tarte au sucre ses genoux. Elle a attendu tout le gala. Puis à la fin du gala, elle est allée voir Martin et elle a dit « Je t'ai apporté une tarte. » Oh! La première affaire qu'elle a faite en arrivant en coulisses, c'est pas aller féliciter Mike. Elle l'a faite parce qu'elle adore Mike. Ou son fils. Ou son fils. Qui anime un gala. Mais elle a passé, t'imagines-tu, une tarte dans une tôle en aluminium, puis elle reste 2h30 de même. Elle est rentrée avec une tarte voir un show. Je savais que Peridz avait le tour avec les femmes, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Wow! Fait que non, elle adore. Fait que Peridz, on revient à Peridz. Moi, dans une loge. Je comprends pas pourquoi qu'on s'est ostiné là-dessus. Puis là, il dit... J'ai dit, ouais, Martin, je cours vraiment rapide. Tu sais, je pense que je peux facilement... Tu sais, puis je sais pas ce qui a mené à ça, mais on est parti à courir, puis effectivement... Pas juste ça. Selon Guillaume, vous êtes chicané qui court le plus vite. Des hommes, hein? Pas des enfants de 9 ans. Des hommes qui paient des impôts, c'est un peu qui triste. votent. Et c'était l'hiver. Alors, vous êtes sortis dans la neige et vous avez fait une course un contre l'autre que tu as remporté. Ouais. Mais là, c'est pas super, hein? C'est extraordinaire! Ouais, mais à date, c'est pas hot ton podcast. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais ça a marché! Puis après, c'était en date. Puis ça s'est bien passé. Mais attends une minute. La première date, ça, par exemple, ça, Guillaume n'est pas au courant de cette bout-là. Ouh. La première date, je me rappellerai tout le temps. Elle, tu sais, j'arrêtais pas de mettre des messages comme de quoi j'avais de l'intérêt. Oui, parce que on n'est pas Facebook. Comment tu l'as contacté? C'est ça, la joke, là. Fait que là, j'essayais de mettre des pistes que j'avais de l'intérêt, tu sais. Si tu as signé Guillaume pour sa sœur. Non. Non, Guillaume, c'est arrivé un an après. Parfait. Fait que à ce moment-là, moi, Guillaume, mettons, tu vois, ça fait 13 ans que j'étais avec ma blonde, ça fait 12 ans que j'étais avec Guillaume. Ah, cool. Tu comprends? Il y a un an de différence. Et à ce moment-là, avec ma blonde, c'est que j'ai reçu un courriel chez nous à un moment donné, un mois après ça, là, t'imagines-tu? Fait que, tu sais, ça, c'est arrivé, je me rappelle de la date, c'est le 3 mars 2007. Yeah. Et un mois après, elle m'envoie... On va-tu à une date ensemble? Et je me rappelle de notre première date, c'était... ben là, tu sais, j'avais... Mais d'où ça sort? Ben là, c'est ça. Fait que là, sur le coup, je reçois le courriel, elle me donne son adresse, puis elle me dit, viens me chercher. Mais elle, c'était comme pour me niaiser un peu, tu comprends? C'était pas trop sérieux. Uh-huh. Puis là, tout le long que je m'en allais, parce qu'elle habitait à Laval, moi, Saint-Jean... Fait que j'ai parti de Saint-Jean, j'étais allé à Laval, puis en roulant en char, j'ai appelé tout le monde que je connaissais en disant si j'arrive à ce porte-là, puis c'est un homme qui répond puis qui dit prank, je vais vous tuer. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, je voulais tuer tout le monde. J'avais appelé le gérant Guillaume à l'époque, j'avais dit si c'est toi qui rouvre, je te claque. Tu comprends? J'étais comme. C'est parce que j'étais en train de faire beaucoup de routes, beaucoup de chemins. Et notre première date, c'était. Fait que c'était bien elle. Oui, c'était elle. Elle rouvre la porte. Je fais c'est nice. Finalement, je me suis pas fait niaiser. Fait que là, on est allé manger au restaurant. Puis après, on est allé voir Patrick Groux en spectacle. Cool date. Fait que c'était ma première. C'était le 26 avril. C'était la première de Patrick Groux avec les Bas Blancs. Mm-hmm. C'était au Théâtre Saint-Denis. Wow. Fait que, tu sais, je me rappelle de tous ces moments-là. Et très rapidement, vous êtes tombé en amour? Oui.
Ah, cool! Ben, c'est parce qu'à un moment donné, à un certain âge, ça va sonner un peu vieux, là, mais à un certain âge, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas, tu sais ce que tu vaux, tu te connais plus. Puis en te connaissant plus, c'est plus facile d'avancer sérieusement avec quelqu'un. Tu vois plus. Tandis que quand t'es jeune, on dirait que tu tolères plus d'affaires parce que... Ou zéro. T'as les deux extrêmes. Je tolère beaucoup ou j'aime pas comment... Ça fait que t'es à 32, puis t'as la seule date que t'as eue, c'est sur YouTube. Moi, je sors pas avec des brunes. Fait quoi? non, faut qu'elle soit rousse. Non, elle marche pas. Bon, mais super. Moi, c'est des taureaux, ascendant Capricorne, avec une lune en... Mais il y a des gens qui sont un peu intenses, mais fait qu'on est ensemble, ça fait longtemps, puis ça va super. Super. Comment c'est parti sous-écoute? Au début, c'est Mike qui a dit « Hey, je vais faire des sous-écoutes », puis il a dit « Je vais le faire avec Skype ». Fait qu'il a décidé de le faire avec Skype. Fait que de la façon que ça fonctionnait, c'est que tout le monde avait Skype chez eux. Ça marchait jamais. C'était difficile parce que c'est pas tout le monde qui avait la même qualité de connexion informatique. T'sais, on s'est amélioré avec le temps. Puis aujourd'hui, faire ça, c'est grâce à Skype. Il y a Zoom qui existe. Il y a beaucoup de logiciels qui peuvent permettre de faire de la téléconférence ou ainsi de suite. Fait que c'était je vais le dire, c'était une autre époque un peu, tu sais. Fait que là, Mike avait commencé à le faire avec ça. Fait qu'au début, ça chiait souvent au niveau des connexions. Ce qui est génial des projets web, c'est que ça évolue. Exact. Tu sais, la petite vie, c'est la petite vie depuis le début. Ouais. Un projet... Joe Rogan, au début, là, c'était tout croche, il n'y avait pas d'éclairage, puis c'est lui qui il fumait des cigarettes, puis... Ouais. C'était tout croche, puis il s'est payé un studio, puis ça grossit. Pareil pour ça, écoute. Exact. Ça évolue, c'est le fun. Fait qu'après ça, Mike payait Dom Massy des Picbois pour... Mike avait acheté 3 ordinateurs, puis il a payé Dom Massy pour aller faire... Il allait porter les ordis le soir chez le monde parce qu'on pensait que c'était l'ordi, mais là, tu te rends compte, c'est la connexion, là, tu sais. Fait qu'on on a fait beaucoup d'étapes. Après ça, il a pris comme une pause. Puis là, il a dit, OK, on va en faire d'autres. Fait qu'il y avait loin un condo pendant un été à Juste pour rire. Fait qu'on avait accès aux artistes. Fait que dans le condo, j'ai dit à Mike, moi, je vais acheter 2 GoPro. Toi, achète 2 GoPro. On va mettre les 4 GoPro. J'avais patenté ça. Puis on avait... Moi aussi, j'ai commencé par des GoPro. Ben oui, on avait un réalisateur. Puis c'était la GoPro Hero 2. Là. On est rendu à la 8 aujourd'hui. Là, fait que c'est là longtemps. Elle était argent, puis elle t'a fait pas. Fait que j'avais des piles qu'on... Regarde. Longue histoire. Fait que là, on prenait toutes les petites cartes, on les droppait, puis on enregistrait, tu sais, comme on pouvait. Puis après ça, on s'est rendu compte que ça coûtait de l'argent à Mike à chaque fois, tu sais, payer le réalisateur. Fait que là, après ça, on s'est dit, hey, quand le bordel est arrivé en 2015, Mike a dit, on va faire un podcast à tous les dimanches soirs, puis les entrées vont servir à payer Yann, qui va être l'équipe. Qui va faire l'équipe. Puis, tu sais, Yann on a souvent travaillé avec Yann dans le temps. Et Yann, à ce moment-là, lui, il a dit, ben oui, j'embarque. Fait que là, on a embarqué. Fait qu'à un moment donné, quand on s'est mis à tout le temps à remplir, là, c'est là qu'on a dit, ben ça fait beaucoup de sous, puis ça serait le fun que nous, on en fasse aussi pour... Tu sais, Mike, il donnait tout son temps, fait que ce serait le fun qu'on en fasse aussi. Fait que c'est un peu... Tu sais, tu comprends-tu? C'est un peu tout ça. Puis là, après ça, ben Sous-Écoute est devenu de plus en plus gros. Puis là, depuis 2018, on a commencé à payer nos invités quand ils venaient. C'était pas beaucoup, mais on a dit, OK, on va prendre de l'argent de là. Puis on essaie de faire de quoi. Ouais, être payé pour... C'est ça. Être payé pour avoir plein d'abonnés Instagram, Twitter puis Facebook, c'est cool. Ouais. Parce que c'était déjà le but de faire Sous-Écoute, c'est d'avoir accès. C'est ça, puis ça l'aide parce que, tu sais, quand on a fait la prévente, exemple, le Centre Bell, bien, juste avec les fans, on va tout de suite vendre 9000 billets en partant. Avec les fans pour la tournée de Mike, on a quand même rempli 25 soirs. Excuse, on a fait on a fait 12 500 billets vendus. C'est sold out tous les soirs sur Montréal. Puis aujourd'hui, on ne vend plus sur Montréal. C'est hallucinant. Fait que Mike, il a vraiment su se réinventer. Puis souvent, les artistes, quand ils arrivent un certain confort, un certain âge, Moi, je sais qu'est-ce qui marche. Puis ce qui marchait en 97, ça va aussi marcher en 2020. Ouais. Bonne chance. Ben c'est ça. C'est ça. Fait que le Sous-Écoute a continué. Puis ça a toujours été d'idées de plus en plus folles. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça fonctionne? Pas que ça fonctionne, mais que c'est aussi bon. C'est quoi le secret de Sous-Écoute? Premièrement, il n'y a pas un gars qui punch au Québec comme Mike. Amen.
C'est vraiment ça. Il punch, là. Ça n'a aucun sens. Il va Puis dans des vie zones. aussi, là. Puis Mike, c'est que il fait de l'humour noir depuis 92. Fait qu'il a comme acheté le droit d'être un peu un Bart Simpson. comme South Park. Tu comprends? Plus South Park. C'est comme South Park. South Park, aujourd'hui, peuvent faire beaucoup plus qu'ils faisaient dans le temps, mais ils ont comme acheté ça avec les années. Fait que c'est un peu la même chose avec Mike. Il a comme acheté des droits, puis il surprend les gens souvent. Tu sais, il va souvent surprendre les gens. Fait que premièrement, c'est Mike. Deuxièmement, c'est que je pense que les gens, tu sais, avec les shows réalité, mais je pense que c'est de voir... C'est de pouvoir entrer dans une discussion, 3 personnes autour d'une bière, puis que les gens sont vraiment francs. Il y a des gens qui ont dit des choses à sous-écoute qu'ils n'ont jamais dit ailleurs. Puis moi, je me suis déjà fait dire par des recherchistes que quand, mettons, ils ont une émission à faire sur, je vais dire n'importe quoi, François Bellefeuille, bien, ils écoutent le sous-écoute de Bellefeuille, puis ils font comme « Ah, il a dit ça, il a dit ça ». Fait que les gens, ça devient un outil de recherche parce qu'on dirait que les gens n'ont pas de filtre. Puis avec le web... C'est drôle, mais on est encore dans les anneaux aussi que les gens pensent que ça a zéro impact, le web. Ce qui est fou, c'est que dans ma tête, si tu dis de quoi sur Internet, c'est éternel. Si tu dis de quoi à la TV, ça disparaît. Oui. C'est beaucoup plus... Mais- On a plus peur de la télévision qu'Internet, mais ça devrait être l'inverse. Exactement. Exactement. Combien d'humoristes qui ont perdu des gigs? Mettons, Kevin Hart a perdu des gigs parce qu'il n'a pas nettoyé son Twitter. Il pensait que ce qu'il disait en 2015, c'était brillant. Non. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ça revient un peu au... tu sais, puis je vais juste faire une petite courbe rapide. Là, ça revient à Mike qui a écrit un gag en 2009, puis on en parle en 2020. Là, tu comprends ce que Non, je veux c'est dire? très différent parce que la joke de Mike est défendable. Ah ouais, non. Puis il y a un t'as raison. contexte. Les tweets de Kevin Hart, c'est juste bizarre. OK. Là, je les ai pas. Je veux pas me mêler ouais. de ça. Fait que non, c'est ça. Fait que sous-écoute, mais c'est Mike, c'est l'équipe qui est autour. C'est l'équipe qui est autour. Luc au bordel, qui est tellement important. Le propriétaire en passant. Le propriétaire de Oui, l'endroit. non. Luc puis Daniel sont excellents. Excellentes. Tu sais, sais-tu quoi? C'est qu'on dirait qu'on est une équipe qui fait toujours on le fait. On le fait. Tu sais, on le fait. Parce que quand tu portrais en show business, il y a beaucoup de raisons pour qu'on se fasse une réunion si on se parle de pourquoi on le ferait pas. Tu as des super bonnes idées, puis on se dit voici les raisons pourquoi ça fonctionnerait pas. Vas-y. Mais ça, c'est une autre affaire aussi. C'est que normalement, quand tu veux faire un produit en télé, là, c'est on a-tu les subventions pour ça? Qui va écrire là-dessus? Puis, tu sais, la télé, présentement, ils écrivent en fonction de OK, là, je veux que tu me penses à un show, puis c'est lui puis elle qui est là-dessus, puis je veux tel genre d'affaire. Tu sais, ils passent des commandes, mais à sous-écoute, il n'y en a pas de C'est commandes. aussi la pression des codes d'écoute. Oui, tout à fait. Au Québec, on est obsédé par les codes d'écoute. Je comprends, là, il y a des pubs, mais c'est quelque chose de particulier. Que si ça fonctionne pas, ben tu fais ce que tu penses qui va fonctionner, puis ça, c'est la meilleure manière de se tromper. Exact. Fait que mettons là, que je pense à ça, puis c'est un tout. Tu sais, Mike, je pense qu'il répond à un besoin, il est drôle, il fait... Puis aussi, une autre affaire, c'est qu'il y a des artistes qui ont eu, tu sais, un Julien Lacroix ou comme toi aujourd'hui, qu'on est en train de faire le podcast. Tu sais, mettons, ton premier... T'as fait beaucoup de choses dans ta vie, mais on dirait que ton premier... Tu sais, ton premier... Si j'ai une carrière, c'est grâce à qui, cette espèce de gars-là? Mais c'est un peu à sous-écoute, tu sais, Ouais. que ça a comme créé quoi? Jer Alain, même chose. Julien Lacroix, il a donné des chances. Tu sais, Mike, il a donné des chances au moment qu'on... C'était pas Les Julien Pic-Bois. Lacroix. Julien Bernatchez, quand même. Ben oui, Julien Bernatchez. Tu sais, il y a beaucoup de monde que Mike... Aussi, ce qui est cool à sous-écoute, parce que tu sais, j'en parle avec d'autres gens, surtout des non-humoristes. Dis-moi ce que j'aime de sous-écoute. J'aime quand ça va bien puis c'est drôle, mais j'aime voir que certains artistes, parce que tu peux être fake pendant 15 minutes. Bonne chance à être fake pendant 2h30 quand il n'y a pas de coupure. Exact. C'est un plan séquence. Si t'haïs le monde, ça va transparaître. Si t'es hautain, ça va transparaître. Si t'es méchant, ça va transparaître. Si t'écoutes pas, ça va transparaître. Si tu monologues, ça va transparaître. C'est vraiment cool pour ça. Tu peux pas être fake trop longtemps. Tôt ou tard, ton armure va tomber. Moi, ça paraît-tu que je suis misogyne? ça paraît pas, hein? Il cache très, très Ben, bien. c'est à dire. C'est à Il dire. cache Moi, très, très bien. moi, je le cache. Il cache extrêmement bien. Comment la photo, t'es un excellent photographe. Ah, j'aime ça faire de la photo. Parle-moi de ça. Ça a commencé comment? Ben, 2009, j'étais allé faire des shows avec Mike puis Guillaume. On est allé faire festival t'es allé au festival de Victo? Bierge. Vierge. Pourquoi j'ai dit ça? Bierge. On est allé au festival du rire de Bierge. T'es en Europe?
Oui, c'était en Belgique. OK. J'étais avec Guillaume, puis j'allais rejoindre Mike à Nantes. Puis j'avais apporté un petit appareil Canon. Puis j'ai fait, hey, je vais faire des photos, tu sais. Fait que là, tu sais, prendre des photos à Paris, faut que tu sois vraiment mauvais pour faire des mauvaises photos parce que toutes les rues ont de l'air d'une carte postale. Fait que quand tu reviens de Paris, puis c'est tes premières photos, t'as l'impression que t'es un photographe de renom, là, tu sais, parce que tu te dis, regarde, j'ai mis la Tour Eiffel. Tout le monde met la Tour Eiffel, là, tu sais, tu comprends? Mais dans ta tête, t'es bon. Fait que j'étais bon, fait que je suis revenu à Montréal. J'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, fait que je suis allé voir immédiatement, j'ai développé comme un goût pour ça, fait que je suis allé voir j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu, fait qu'il y a l'art photo qui est là, fait que je vais chez l'art photo, fait que j'aimerais ça un appareil qui fait du flou, tu sais, je comprenais pas la profondeur de champ, je voulais juste un appareil. Ah, t'étais un néophyte au maximum. Non, je comprenais fuck all, là, je savais pas c'était quoi. Wow. Fait que là, après ça, c'est une belle leçon, mais quand tu connais rien, tu peux apprendre. Oui, non, exact. Fait que là, je suis parti de zéro. Puis là, j'ai commencé à faire des photos, puis à lire là-dessus, puis à lire là-dessus. Puis, aujourd'hui, je fais des photos, puis je reste surpris. Je me fais demander pour des gigs. Ouais. Il y a des gens qui appellent, des photographes, puis il y a des gens qui veulent acheter mes photos, puis... Beaucoup d'humoristes, j'en fais partie, utilisent tes photos pour leur Oui. spectacle. Comment tu te sens par rapport à ça? Ça me fait plaisir. Mais c'est touchant, non? Oui, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est le fun de savoir que... Puis la photo de spectacle, la photo de divertissement, c'est très difficile. Ouais. Ben, C'est tough. C'est un art. Ouais, mais... Autant les photographes sportifs, il y a des photographes de... Sauf que si tu veux être bon photographe de quelque chose, faut que tu connaisses ce que tu es en train de photographier. Faut que tu connaisses le sujet. Puis moi, ça fait 25 ans que je suis sur le bord d'un stage. Fait que faire des photos de personnes sur scène, je sais comment faire ça parce que je suis tout le temps à côté. Très, très cool. C'est quoi ça peut... Soyons extrêmement techniques. Tu as combien d'appareils? Prochaine question. Tu veux pas? Non, je peux le dire. C'est un trou sans fond, ça, quand tu ouais, tripes sa non, musique. c'est parce que... C'est comme les musiciens, ils n'ont pas une guitare. Ouais, c'est ça. Ben, OK, merci de... Ben oui. Je vais faire comme les musiciens. J'ai pas juste un appareil. Je dois en avoir 6. Ben oui, cool. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Ben, c'est que chaque appareil a quelque chose de différent pour que moi. chercher une nouvelle. Puis aussi, c'est que je revends pas mes appareils, là, tu comprends? À part quand je passais de Nikon à Sony, j'ai tout vendu ce que j'avais Nikon. Là, présentement, je photographie avec Sony parce que pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Fait qu'avant, j'étais chez Nikon. Je te dis pas que Nikon est pas bon, c'est pas ça que je dis juste que ça fonctionne peu pour moi, Sony. Ah, cool. Fait que non, j'ai 5 appareils, beaucoup de lentilles, puis chacun est différent. Puis je traîne toujours des appareils photo avec moi. Comme aujourd'hui, j'en ai apporté 2. Là? Oui, j'en ai 2 avec moi. J'en ai un qui est tout petit. Mais c'est une passion, je trouve ça beau. Oui, je suis vraiment passionné. Vraiment. Ce que j'aime beaucoup dans... Des fois, moi, c'est ce que je fais dans la vie quand je suis avec d'autres humoristes, moi, ce que je fais, c'est on chiale sur nos agents puis nos gérants. C'est ce qu'on fait dans la vie. Parfait. Tu fais semblant que c'est pas ça, mais on fait tout le temps ça. On chiale sur notre agent et nos gérants. Pourquoi ils prennent 25 blablabla. Je trouve ça cool que toi, tu fasses de l'art en même temps. Fait que tu te mets un peu dans la position. Je trouve ça touchant. Des fois, c'est ce que je trouve dommage de certains producteurs ou certains des gens au-dessus qui prennent des décisions. Ils ont oublié la fibre artistique. Ils ont oublié c'est quoi essayer quelque chose, se tromper, le processus. Puis quand tu t'intéresses pas au processus, bonne chance à être bon avec un artiste. Tout à fait. Je crois que c'est nécessaire. Ben, peut-être qu'on peut rajouter ça dans une qualité d'être un bon gérant. Ben oui! Oui, faut avoir moi, je suis chanceux. Steph, c'est ma gérante. Ou agente, c'est pas clair. Là. Elle a fait du théâtre. C'est quoi monter sur un stage puis se présenter. On l'a dit se mettre tout nu, elle n'est pas danseuse. Là. Mais de se présenter à du monde. C'est quoi le rapport avec le public? C'est quoi le rapport à une œuvre? C'est quoi répéter? C'est quoi le ratio de travail que tu fais plutôt que le travail que tu proposes? C'est super important selon moi. Là. Non, exact. Faut savoir aussi quoi dire à l'artiste parce que c'est normal que tu vas avoir des moments de doute. Fait que je pense que la job d'un gérant aussi, c'est de rassurer. Oui, c'est de rassurer. C'est votre job. C'est de prendre des gens qui pensent qu'ils sont meilleurs que tout le monde le matin. Qui veulent se pendre à 10h20. C'est ça, être gérant. Mais c'est vraiment... Et, aussi un truc. C'est pas... Toi, t'as pas de contrat. Non. Comment tu te sens par rapport à ça? Pourquoi tu fais ça et comment tu te sens par rapport à ça? Parce qu'habituellement, quand tu signes avec... C'est vraiment l'expression tu signes avec quelqu'un. Toi, il n'y a pas de signature. Non. Comment ça?
J'ai découvert que si tu fais pas de job, il n'y a pas de contrat assez solide. Tu sais, on l'a vu. Tu sais quoi? C'est le divorce qui a comme... tu sais, quand le divorce est arrivé à des années, tu sais, parce qu'avant, tu étais pogné pour rester avec ton mari, là, Oui. tu sais, ou ta femme, là, tu sais. Oui, comme on disait, le taux de divorce est très élevé. Tant mieux. Tu veux pas rester avec quelqu'un que t'aimes pas. Que t'aimes pas, exact. Fait que depuis les années 80, je me suis rendu compte que peu importe le papier, si tu veux plus travailler avec moi, c'est quoi ça donne, tu sais? Ouais. On forcera pas le monde à travailler ensemble, tu sais. Fait que moi, je fonctionne en poignée de main. La seule affaire que ça me nuit, vraiment la seule chose que ça me nuit, c'est que quand tu as des contrats signés, tu peux avoir des subventions pour aide à la gérance. Fait que tu peux avoir, mettons, je vais dire n'importe quoi, 8000 pièces. Ben, c'est bien. Ouais, mais moi, j'ai pas accès à aucun. J'ai jamais, autrement dit, j'ai jamais été subventionné. Wow! Ça, c'est... Mais tu peux t'en vanter un peu. Yo, moi, j'ai jamais été subventionné. C'est cool. Ouais, mais le monde va dire, ouais, mais là, on subventionne les salles. Puis à cause que, tu sais, par la bande, c'est un peu comme quand le monde te dise, ouais, mais moi, j'essaie d'être éthique. Ouais, mais tu parles d'un iPhone qui a été fait, tes chaussures. Mais je fais juste dire que c'est le seul désavantage de ne pas avoir de contrat. Wow! Puis, tu sais, ça va par nombre d'artistes. Plus que tu en as, plus que tu as des gros montants. Fait que c'est aide à la gérance. Je trouve que tu es une personne vraiment, vraiment brillante. Puis souvent, les décisions importantes, j'essaie d'avoir ton opinion. Soit je demande à Steph, qui demande à toi. Puis t'es vraiment... Qu'est-ce que tu dirais à un jeune humoriste qui commence? C'est quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans ce milieu-là? Aujourd'hui, on est en 2020. Moi, j'ai un talent. Je me lance là-dedans. OK. Bien, premièrement, on peut plus être des artistes. Tu sais, aujourd'hui, c'est bizarre, mais être artiste, c'est plus juste une chose. Tu peux pas juste être... Tu sais... Tu peux pas juste être musicien. Tu sais, on dirait qu'il faut. Ça n'existe plus d'être Jay Leno. Tout ce que je fais, moi, c'est compter des jokes, c'est tout. Puis le monde écrit. Non, c'est fini. Là, c'est rendu que faut que tu penses aux réseaux sociaux, faut que tu penses. Puis, sais-tu qu'est-ce qui est le pire? C'est qu'on est à une époque où est-ce qu'il y a tellement de plateformes qu'un jeune artiste, ben, fait Instagram, fait du TikTok, fait du Snapchat, trouve la plateforme qui va bien avec ton style d'humour, trouve la plateforme, trouve un moyen d'aller rejoindre les gens. Parce qu'avant, la façon, jusqu'à 20 ans, rejoindre les gens, là, c'était dans TV et il y avait aussi une pancarte dans la porte de la pharmacie. Tu comprends-tu? Il y avait un poster dans la porte de la pharmacie. Venez voir telle affaire. Tu comprends-tu? C'était ça, les journaux encore. Mais aujourd'hui, t'es ton propre média. Fait essaie d'aller rejoindre les gens. Tu sais, comme moi, je vais donner un exemple. Je suis très Instagram. Tu sais, puis je fais des photos, je suis Instagram là-dessus, j'arrête pas d'y aller. Facebook, étrangement, j'y vais pas trop. Pas étrangement, ça meurt tranquillement. Il y a une raison pourquoi Instagram s'est fait acheter par Facebook. Ouais. En tout cas, je te dis juste que, tu sais, à cette heure, sur nos téléphones, on peut voir le nombre d'utilisations qu'on a passé par semaine. Là. Je te niaise pas, là. C'est entre 12 à 15 minutes par semaine sur Facebook. Wow. Tu sais, fait que t'es la norme. Ouais, j'y vais pas. Tu sais, j'ai pas. Instagram, j'aime ça parce que tu peux aller voir des styles de photos. Il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire avec ça, Instagram. Tu sais, TikTok, j'ai regardé la plateforme un peu. Tu sais, ça part souvent sur des modes de challenge. Tu sais, comme là, on fait toute une danse, puis là, on fait la danse où tu reprends des musiques de dope, puis là, tu crées quelque chose avec. Tu sais, je trouve que c'est intéressant. Mais je me mettrais pas à faire le petit move de danse que tout le monde fait. Tu sais, il y a ça. YouTube, ben, c'était écœurant. T'as ta chaîne télé. T'as une chaîne télé. Fait que si t'es un jeune artiste aujourd'hui, trouve dans le médium que t'es capable de chaîner le plus. Ben, le dernier artiste avec qui tu t'es associé, c'est Pierre-Yves Desmarais. Oui. Pas mal l'incarnation de ce que tu viens de dire. Exactement. Pierre-Yves Desmarais, il peut faire de l'art n'importe comment. Donne-lui un piano, donne-lui une caméra, n'importe quoi. Il joue juste, il peut réaliser, c'est fou. Fait que c'est ça, l'archétype des nouveaux artistes, c'est ça. Faut que tu sois capable d'être polyvalent sur plusieurs plateformes. Si tu commences aujourd'hui en disant, moi, je vais juste être stand-up, je te dis pas que tu n'y arriveras pas. Je te dis juste que ça va être plus long. Ce qui me ferait là-dedans, c'est souvent, je vais être un peu réduire. Puis oui, puis parce que c'est un peu...
Souvent, quand j'entends le discours, moi, je vais être un peu réduire stand-up comme Mike. Mike, c'est pas un peu réduire stand-up. S'il y en a un qui contrôle bien les médias sociaux, C'est Mike. C'est Mike qui comprend ça. Puis pas juste ça aussi, c'est que... J'imite Mike avec ses médias Tu sociaux. vas être le Mike d'aujourd'hui, mais le Mike des fins des années 90, on l'a dit, la télé était populaire. Ben à ce moment-là, Mike il a fait piment fort à ce moment-là parce que c'était ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre affaire qui est drôle. On donne toujours l'exception à la règle en disant, hey, je veux réussir à l'extérieur de Montréal. Tu sais, on remarque que la plupart de nos artistes habitent sur l'île ou, tu sais, île adjacent, là. Puis là, à la minute que tu dis en humour, tu dis, hey, c'est dur réussir à l'extérieur de Montréal. PA le fait. OK, c'est correct. Qu'est-ce que tu fais? Ou tu vas dire, c'est dur de pas faire de réseaux sociaux, d'entrevues. Simon Leblanc le fait. Simon Leblanc. Voici, on oublie ça. On oublie ça. Moi, souvent à Québec, j'ai eu souvent cette conversation-là. Du monde qui dit, moi, dès que j'ai quelqu'un qui a du talent, je fais, tu viens à Montréal. Non! Comme PA, puis je fais, t'es pas PA Méthode. T'as pas le talent Exact. de PA Méthode en passant. PA Méthode, il aurait pu être n'importe où, ça aurait marché. Pareil pour Simon Leblanc, c'est des talents uniques. Tout à fait. C'est comme dire, ouais, tu peux faire de la musique puis pas vivre à Los Angeles. Bob Marley le fait. T'es pas Bob Marley, calice. T'es pas un Ouais, gars non. qui fait un riff en Jamaïque puis ça marche au Groenland. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que le monde cite toujours l'exception. Pourquoi moi je fais pas de film comme Xavier Dolan à 19 ans? T'es pas Xavier Dolan, excuse-moi. T'es peut-être pas un prodige comme ce jeune homme. Exactement. Attends, ça va bien aller. Fait que non, fait qu'il y a un peu de... Ce que j'aurais à dire à un jeune, c'est travail, puis travail, tu sais. Le matin, en te levant, regarde, si tu commences à écrire, puis au bout de 20 minutes, tu fais « Hey, sérieux, là, c'est rien que de la boîte, ça suffit. Ben, va penser à une série web. Qu'est-ce que tu aimerais voir à la télé, toi? C'est quoi tu trouves qui manque à la télé? Ben, c'est un peu ça qui a créé les podcasts, dans le fond. C'est ça qui a apporté les vraies discussions. Peut-être qu'on s'est dit, on veut voir... Tu sais, à la télé, c'est tout le temps les mêmes personnes. Tu sais, on voit pas de diversité. Tu sais, c'est tout du monde. Puis on commence dans les podcasts à recréer ça pour faire attention. Oui, t'as raison. Faut faire attention. T'as raison, c'est parce qu'on dirait que... Mais tu sais, tu vois, comme moi, à la télé, je suis pas invité. Mais dans les podcasts, je suis invité. Ouais. Mais à la télé, je suis pas invité. Mais c'est vrai, même le podcast commence à avoir son petit cercle. Mais il y a moyen de le grossir. Si on, moyen- si on est conscient, il va le grossir. En même temps, il faut que tu apportes tes invités ailleurs. Tu sais, tu comprends-tu? Faut que tu aies ta façon à Tu toi. peux juste répéter. Répète-moi l'anecdote que tu comptes tout le temps. Ouais, là-bas, mais ouais, pour non, les c'est avec ça. l'éclairage différent, c'est un peu ordinaire. C'est un peu ordinaire. Il y a une jeune personne qui dit, moi, elle commence, là, ça fait, mettons, 6 mois. Moi, je veux un gérant. Comment je fais pour avoir un gérant? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Calme-toi. Quand tu auras besoin d'un gérant, le gérant va venir à toi. C'est vrai. Mais c'est vrai. Comprends-tu? Tu sais, toi, ta job, là, tu sais quoi? C'est pas de te chercher un gérant, c'est sois efficace. Le jour où tu seras efficace, sais-tu quoi? Tu vas avoir le choix du gérant. Mais là, en attendant, là, ta job, c'est quoi? C'est quoi que tu dis que t'es un artiste? Fais de l'art. C'est vrai. Chercher un gérant, c'est pas faire de l'art, ça, là. T'as pas besoin d'un gérant, là. C'est pas ça que t'as besoin. T'as besoin d'avoir un meilleur numéro, pas encore un meilleur numéro, pas encore un meilleur numéro. C'est pas un gérant que t'as besoin. C'est de la créativité, c'est de te démarquer. C'est... De répéter. De répéter beaucoup sur répéter. scène. Yeah. Ben, je pense que c'est... merci beaucoup d'être venu. Merci pour ton talent. Je trouve ça vraiment... merci d'être très talentueux. Puis merci d'être aussi généreux avec nous. Dès qu'on a des questions, peu importe notre statut, là, qu'on vende 0 billet, qu'on en vende 100 000, on peut toujours s'adresser à toi. Puis merci d'être proche. C'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Ça rend ce qui est cool parce que ça rend le milieu de l'humour beaucoup plus accessible. Fait que ça nous permet de rêver. Mais souvent, les gens disent « Hey, c'est gentil que tu répondes à des questions, mais je trouve que c'est la seule manière pour un gérant de rester dans le game, c'est de connaître tous les paliers. Quand tu connais la réalité de chaque palier, puis quand je dis pas ça négativement... Un open micer, c'est très différent que remplir... C'est intéressant là, de savoir. Comme toi, quand tu me poses la question, c'est quoi que tu auras à dire à un jeune? Ah ben là... ça me fait remettre en question, ça met que mon cerveau, ça rouille pas là-dedans au niveau gérance. Fait que c'est important, c'est pour ça que j'aime ça répondre quand quelqu'un m'appelle « Hey, j'ai un contrat juste pour rire » ou « J'ai un contrat à Comédia, qu'est-ce que t'en penses? » Mais là, OK, fais ça, puis j'essaie de conseiller, puis ça me fait plaisir, ça me garde dans le game. Mais c'est cool, mais c'est vrai! Il faut se garder dans le game, faut pas faire comme en 97. C'est fini 97, c'était cool. On peut être nostalgique, mais on peut pas répéter les mêmes choses. C'est plate.
J'étais cool en 97. Tu l'as encore. À part ça, t'es plus cool en 2020 qu'en 97. C'est vrai, ça? Oui, parce que tu dis pas à Martin Pirzolo, check, on va faire une course pour une fille. Fait que tu vois, tu t'es dépassé. C'est vrai, ça? Yeah. Je suis donc bien nice. Mais en passant, c'est en 2007 que je courais. Merci beaucoup. Hey, longue vie au podcast. Merci. Merci. C'est vraiment le fun. Je l'ai écouté 4-5 puis j'aime ça. Yeah, merci. Fait que bravo. Puis, t'as-tu un Patreon? J'ai un Patreon. Ah ouais, comment ça marche? Ça marche que pour 2 piastres, t'as l'audio. Pour 3 piastres, t'as la vidéo. Ou tu peux me donner un peu plus si tu te sens cool. C'est vrai qu'on peut donner plus? Ouais. Il y a des gens qui me donnent plus. Il y a des gens qui me donnent 5 piastres. Puis ils me disent, je ne pas sur ton podcast, mais t'as l'air cool. Puis ils me donnent 5 piastres. Sérieux? Ouais. C'est OK. très cool. OK. Mais t'as pas pensé à ouvrir une case qui serait vraiment nice, tu sais? Pas pour l'instant, parce que c'est nouveau mon Patreon. Mais sais-tu quoi? Tu m'ouvres t'ouvre la l'esprit, porte, puis let's go. On va le faire. Ouais, tu pourrais faire. Sais-tu quoi? T'as une soirée d'humour. Ouais. Tu devrais avoir un Patreon. C'est niaiseux ce que je vais te dire, là. Mais un Patreon à 10 OK, là, je fais un pitch. Là, je sais pas comment ça marche. Puis à 10 t'as le droit à venir une fois par mois à tes soirées. Brillant. Fait que, tu sais, toi, t'as ton Patreon, puis là, le Patreon dit « Hey, j'ai ton Patreon à 10$, fait que ce mois-ci, j'irai telle date. » Fait que si la personne amène quelqu'un avant, fait que tu veux un billet de plus, tu comprends? Puis il y a quelque chose, je pense que... Je pense que tu devrais faire ça dans la vie. Je devrais dans le faire ça, spectacle. m'occuper. Je devrais travailler dans le spectacle. Mais non, mais tu pourrais faire ça, ou à 15, ou tu sais, là, je disais Non, n'importe c'est brillant. quoi. Mais tu fais 10$, t'as un billet par mois pour aller te voir en show. J'adore ça. Brillant. Bon, Sais-tu on quoi? fait ça. Je risque de faire ça. On le fait. Yeah! Et Woo! Merci beaucoup, Michel. ciao.